Mon beau-père m'a mis à la porte le jour de mes 18 ans, mais le lendemain j'ai découvert que la maison m'appartenait, et c'est là que leur monde a commencé à s'effondrer. Je m'appelle Josh, j'ai maintenant 19 ans, et j'étudie le génie informatique dans une université publique en Arizona. Je n'aurais jamais pensé partager l'histoire de ma vie ici, mais après tout ce qui s'est passé ces derniers mois, je me suis dit que quelqu'un pourrait peut-être apprendre quelque chose de mon expérience. Je vous préviens, ce sera un long récit. J'ai grandi dans ce que j'appellerais un quartier de classe moyenne à Phoenix, ces lotissements où toutes les maisons se ressemblent plus ou moins mais avec suffisamment de différence pour ne pas entrer chez votre voisin par erreur. Notre maison était une maison de 4 chambres, 2 salles de bain et une salle d'eau, avec un jardin de taille correcte et un garage que mon père avait transformé en atelier. Rien d'extraordinaire, mais c'était chez nous. En parlant de mon père, c'était le meilleur homme que je connaissais. Il travaillait comme ingénieur électricien dans une entreprise aérospatiale locale, entraînait mon équipe de baseball junior, et m'a appris à construire mon premier ordinateur quand j'avais 8 ans. Il n'était pas parfait. Ce type ne savait absolument pas cuisiner et il avait cette obsession étrange pour les groupes de métal des années 80, mais il était toujours là pour moi, jusqu'au jour où il ne l'a plus été. Papa est mort d'une crise cardiaque foudroyante quand j'avais 10 ans. Il n'avait que 38 ans, sans aucun signe avant-coureur, sans antécédents familiaux, juste bam, parti. Un jour, nous jouions à la balle dans le jardin. Le lendemain, maman me disait qu'il ne rentrerait jamais à la maison. Ce genre de choses vous change, surtout quand vous êtes un enfant. Après la mort de papa, il n'y avait plus que ma mère, Karen, et moi, pendant environ 2 ans. Elle allait bien, je suppose. Elle travaillait comme chef de bureau dans un cabinet dentaire, gagnant environ 55 000 $ par an. Nous n'étions pas riches, mais l'assurance vie de papa et les avantages de son entreprise nous ont permis de vivre confortablement. Maman n'était pas particulièrement chaleureuse ou affectueuse, même avant la mort de papa, mais après, elle est devenue plus froide, comme si elle m'en voulait de devoir m'élever seule ou quelque chose comme ça. Puis Greg est entré en scène. Maman l'a rencontré lors d'un événement de réseautage pour les entreprises locales. Il prétendait être un entrepreneur avec de multiples projets commerciaux et opportunités d'investissement. Des signaux d'alarme partout, n'est-ce pas? Mais maman ne pouvait pas les voir ou ne voulait pas les voir. Ils sont sortis ensemble pendant la durée impressionnante de 6 mois avant de se marier. J'avais 13 ans à l'époque, maladroit comme pas possible, et certainement pas ravi que ce type au hasard devienne soudainement mon nouveau père. Greg a emménagé dans notre maison avec sa fille, Amber, qui avait 15 ans à l'époque, 2 ans de plus que moi. Dès le premier jour, elle a été un véritable cauchemar, elle volait mes affaires, mangeait ma nourriture, laissait du désordre partout et m'accusait, et utilisait mon ordinateur sans permission en y téléchargeant des virus. Et bien sûr, maman et Greg prenaient toujours son parti. Josh, ne sois pas si sensible. Josh, tu dois partager avec ta sœur. Josh, arrête d'exagérer. Josh, tu dois être plus compréhensif. C'était comme un disque rayé. Pendant ce temps, Amber me lançait un sourire narquois dans leur dos, sachant qu'elle pouvait s'en tirer avec n'importe quoi. Greg était pire, de différentes manières. Il conduisait une BMW en leasing qu'il pouvait à peine se permettre, j'ai découvert plus tard qu'il était toujours en retard sur les paiements, portait de faux vêtements de marque, et aimait se vanter de ses relations et des affaires en cours qui, curieusement, ne se matérialisaient jamais. Il rentrait à la maison avec des appareils électroniques ou des montres chères, les exhibait pendant quelques semaines, puis il disparaissait mystérieusement quand il ne pouvait plus payer les mensualités de la carte de crédit. Il était aussi fainéant comme pas possible. Maman partait au travail à 7h30 du matin, et Greg dormait jusqu'à midi. Il prétendait travailler de la maison, mais cela consistait principalement à regarder ESPN et à passer occasionnellement des appels professionnels qui n'étaient en général que lui essayant d'entraîner un autre pauvre type dans l'une de ses combines pyramidales. À l'âge de 14 ans, j'ai réalisé que personne dans cette maison ne veillait sur moi. Alors, j'ai commencé à veiller sur moi-même. J'ai étudié dur, j'ai fait profil bas, et j'ai trouvé un travail à temps partiel dans un magasin de réparation d'ordinateurs local quand j'ai eu 15 ans. Le propriétaire, Monsieur Patel, était un type génial qui m'a vraiment appris des compétences utiles. J'ai commencé à 10 $ de l'heure juste pour nettoyer le magasin et faire l'inventaire de base. Mais à mesure que j'apprenais, j'ai eu des augmentations à 12, puis 15 $ de l'heure pour du vrai travail de réparation. J'ai économisé presque tout ce que je gagnais. J'avais cette vieille boîte de munitions qui appartenait à mon grand-père, où je cachais mon argent liquide dans le vide sanitaire au-dessus de mon placard, là où Amber ne pouvait pas le trouver.
Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, j'avais économisé près de 8 000 $. Pas une fortune, mais c'était mon argent que j'avais gagné. J'avais aussi un petit groupe d'amis proches, Mike, Derek et Tyler. Nous étions le genre de mecs un peu geeks qui construisaient des PC de jeux et jouaient à D&D le week-end au lieu d'aller à des fêtes. La situation familiale de Mike était plutôt cool. Ses parents étaient tous les deux professeurs et super décontractés. Derek vivait avec sa mère, qui travaillait de nuit comme infirmière, donc son appartement était souvent vide. Tyler avait les parents les plus stricts, mais au moins il le respectait. Tous les trois savaient que ma vie à la maison était nulle, mais j'essayais de ne pas trop me plaindre. Avance rapide jusqu'à mon 18e anniversaire, le 22 octobre dernier. C'était un jeudi, ce qui signifiait que j'avais mon cours de fondamentaux de la programmation au Community College le matin, j'étais en double inscription pendant ma dernière année de lycée, puis des cours normaux au lycée, puis un service au magasin d'informatique. Rien de spécial de prévu. Mes amis avaient mentionné qu'on pourrait peut-être aller manger une pizza ce week-end pour fêter ça, mais le jour même, je m'attendais juste à rentrer chez moi et à me détendre. J'ai reçu quelques textos joyeux anniv, mon pote tout au long de la journée, une barre de chocolat de la part de Monsieur Patel, et chose étrange, une vraie carte d'anniversaire de Madame Rodriguez, notre voisine septuagénaire qui habitait à côté depuis avant ma naissance. Elle avait toujours été gentille avec moi, surtout après la mort de papa. Alors que je descendais du bus ce soir-là vers 6h30, je n'avais pas de voiture, Greg avait convaincu maman que m'acheter une voiture me gâterait, j'étais en fait de bonne humeur. Peut-être qu'il y aurait au moins un gâteau acheté en magasin ou quelque chose à la maison. Peut-être que maman s'en était souvenue. Quand je me suis approché de notre maison, j'ai vu Greg debout dans l'allée à côté de sa précieuse BMW. Il tenait mon vieux sac de sport bleu à la main, celui que papa et moi utilisions pour les voyages de camping, et le plus affable des sourires sur son visage. Pas de bonjour, et certainement pas de joyeux anniversaire. Il a juste laissé tomber mon sac sur le béton de l'allée et a dit, « Le temps est écoulé, gamin. Tu as 18 ans maintenant, ce qui veut dire que tu n'es plus mon problème. Dégage de ma maison. » Je suis resté là, complètement pris au dépourvu, comme si mon cerveau ne pouvait pas traiter ce qui se passait. « De quoi tu parles ?» ai-je finalement réussi à demander. Greg a ri. « Tu es un adulte maintenant. Les adultes ne vivent pas sans payer de loyer. Ta mère et moi avons décidé qu'il était temps pour toi de déménager et de découvrir le monde réel. Mais c'est la maison de ma mère. Où suis-je censé aller ?» ai-je balbutié, ne saisissant toujours pas complètement ce qui se passait. Le rire de Greg est devenu plus fort, plus méchant. « La maison de ta mère ? C'est mignon. Demande-lui toi-même si tu ne me crois pas. » Puis j'ai entendu Amber crier de la fenêtre de sa chambre, « Maman est déjà au courant. » Elle est totalement d'accord avec ça. « Tu es dehors, loser. » Elle filmait toute la scène avec son téléphone, probablement pour son stupide TikTok où elle prétendait que sa vie était si dure. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait. Mes jambes semblaient faibles, et j'avais un étrange bourdonnement dans les oreilles. J'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes et j'ai appelé ma mère. Elle était encore au travail, le cabinet dentaire était ouvert tard le jeudi. Elle a répondu après 5 sonneries. « Maman » ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Greg vient de me mettre à la porte. Il a jeté mes affaires dans l'allée. Il y a eu une pause. Puis elle a juste dit, « Je sais, Josh. Nous en avons discuté. Tu es un adulte maintenant. » Mon cœur a littéralement eu l'impression de s'arrêter. « Tu as accepté ça ? De me jeter dehors le jour de mon anniversaire sans avertissement ? » Elle a soupiré comme si j'étais mélodramatique. « N'utilise pas ce langage avec moi. Greg a raison. Tu dois grandir et devenir un homme. Nous t'avons assez porté. » M'avait porté ? Je travaillais depuis l'âge de 15 ans, j'achetais mes propres vêtements, je payais mon propre téléphone. Je leur avais même donné de l'argent pour le loyer et l'année passée $300 par mois que Greg exigeait pour m'apprendre la responsabilité. C'était plus de $3 600 qu'il m'avait pris pour vivre dans une maison où j'avais grandi toute ma vie. C'est mon anniversaire aujourd'hui, ai-je dit, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Je sais. Considère cela comme ta chance de devenir enfin indépendant. Joyeux anniversaire. Puis elle a raccroché. Je suis resté là, sous le choc, à regarder mon sac de sport contenant apparemment tous les biens que Greg avait décidé que je pouvais garder. Je l'ai ouvert là, sur l'allée. Quelques vêtements, même pas tous les miens,
mon ordinateur portable, heureusement, quelques articles de toilette de base, et quelques livres au hasard. Pas de photos de papa. Rien de mes affaires de jeu. Aucun de mes outils de l'atelier. Tu as 10 minutes pour prendre tout ce dont tu as absolument besoin, a dit Greg, en consultant sa fausse Rolex. Ensuite, je change les serrures. Je me sentais engourdi en entrant dans ce qui avait été ma maison toute ma vie. Amber était assise dans les escaliers, me filmant toujours, ce stupide sourire narquois sur son visage. Oh! Le petit Joshi va pleurer, a-t-elle raillé. Je l'ai ignoré et je suis allé directement dans ma chambre. J'ai attrapé mon disque dur de sauvegarde avec tous mes fichiers importants, l'album photo avec des photos de papa et moi, et j'ai tendu le bras dans le vide sanitaire pour récupérer ma boîte de munitions contenant mes économies. Puis je me suis souvenu de la montre de mon père, la seule belle chose qu'il possédait, une Seiko vintage que son père lui avait donnée. Elle était dans le tiroir de mon bureau. Sauf qu'elle n'y était pas. Tu cherches ça? Amber se tenait à l'entrée de ma chambre, balançant la montre de papa. Greg l'a mise au clou la semaine dernière. Il a dit, puisque tu partais de toute façon, tu n'en aurais pas besoin. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Je me suis jeté sur elle, non pas pour la blesser, juste pour attraper la montre, mais elle a reculé en riant. Je plaisante. Mon Dieu, tu es si facile à faire marcher. Greg l'a vendue il y a des mois. Je ne me souviens pas de grand-chose après ça. J'ai réussi à retourner dehors avec mes quelques possessions. Madame Rodriguez regardait depuis son porche, l'inquiétude se lisant sur son visage. Je devais avoir l'air d'une véritable épave. Joshua, a-t-elle appelé. Tout va bien, Mijo? Je ne pouvais même pas lui répondre. J'ai juste secoué la tête et j'ai commencé à marcher, sans destination en tête. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine envoyer un texto à Mike pour lui demander si je pouvais dormir chez lui cette nuit-là. J'ai dormi sur le canapé de Mike, essayant de comprendre comment ma vie avait implosé en l'espace de quelques heures. La famille de Mike a été géniale de me laisser rester cette première nuit, mais leur appartement était minuscule, juste un 3 pièces pour Mike, ses parents et sa petite sœur. Sa mère m'a préparé le canapé avec des draps propres et m'a même donné une nouvelle brosse à dents, mais je sentais bien que ce n'était pas une solution à long terme. Le lendemain matin, je suis allé à l'école avec les mêmes vêtements que la veille. J'ai essayé d'agir normalement, mais j'étais un désastre à l'intérieur. Pendant le déjeuner, je me suis assis avec mes amis et j'ai finalement craqué, leur racontant tout. Mec, c'est dégueulasse, a dit Derek. Ils ne peuvent pas juste te jeter dehors comme ça. En fait, légalement, ils le peuvent, intervint Tyler. Le père de Tyler était assistant juridique, donc il connaissait quelques trucs juridiques. Une fois que tu as 18 ans, les parents n'ont aucune obligation légale de te loger. Ça n'aide pas, dit Mike en lui lançant un regard. Désolé, je disais juste, marmonna Tyler. Après l'école, je suis allé à mon service au magasin d'informatique. Monsieur Patel m'a jeté un regard et a su que quelque chose n'allait pas. Que s'est-il passé, a-t-il demandé avec son fort accent indien. Tu as une mine affreuse. Je lui ai donné la version courte. Il a écouté sans interrompre, puis a disparu dans son bureau. Il est revenu avec une barre protéinée et une canette de coca. Mange, a-t-il dit. Puis nous parlerons. Après mon service, Monsieur Patel m'a proposé de rester temporairement dans la réserve du magasin. Il y a un lit de camp dedans depuis l'époque où mon neveu travaillait ici, a-t-il dit. Pas confortable, mais mieux que la rue. J'étais si reconnaissant que j'ai failli pleurer à nouveau. Mais alors que j'essayais de le remercier, je me suis souvenu de quelque chose ou plutôt, de quelqu'un à qui je n'avais pas encore pensé, le frère de mon père, l'oncle Steve. Nous n'étions pas super proches. Il vivait à environ 40 miles de là, à Tampa, et travaillait des heures folles comme chef de chantier, mais il avait toujours été correct avec moi, m'envoyant des cartes d'anniversaire avec $50 et prenant de mes nouvelles de temps en temps. Je ne l'avais pas vu depuis près d'un an. Greg trouvait toujours des excuses quand l'oncle Steve voulait nous rendre visite, probablement parce qu'il savait que l'oncle Steve pouvait voir clair dans son jeu. J'ai remercié Monsieur Patel mais je lui ai dit que je voulais essayer une dernière chose avant d'accepter son offre. Je suis allé chez McDonald's pour utiliser leur Wi-Fi gratuit, mon forfait téléphonique avait des données limitées, et j'ai appelé l'oncle Steve. Je m'attendais à moitié à tomber sur sa messagerie vocale, étant donné qu'il était environ 6 heures du soir et qu'il était probablement encore sur un chantier. Au lieu de cela, il a décroché à la deuxième sonnerie.
Josh? Tout va bien? Il a probablement entendu à ma voix que quelque chose n'allait pas. J'ai essayé de paraître décontracté mais j'ai craqué environ 10 secondes plus tard. Je lui ai tout raconté, avoir été mis à la porte, la réaction de ma mère, même la vente de la montre de papa. Il y a eu un silence un moment. Puis il a dit, envoie-moi ta position par texto. J'arrive te chercher tout de suite. 1 heure plus tard, son F-150 poussiéreux s'est garé devant le McDonald's. Il m'a jeté un regard avec mon sac de sport, et son visage a pris une teinte de rouge que je n'avais jamais vue auparavant. Monte, a-t-il dit. Mais d'abord, je passe un appel. Je suis monté dans son camion et je l'ai regardé appeler ma mère sur haut-parleur. Karen, c'est Steve. J'ai Josh avec moi. Il me dit que Greg l'a mis à la porte hier, et que tu as accepté. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? La voix de ma mère est arrivée, sur la défensive et irritée. C'est entre moi, Greg et Josh. Ce ne sont pas tes affaires, Steve. L'oncle Steve a ri, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. Pas mes affaires? Le fils de mon frère est sans abri le jour de son 18e anniversaire, et ce ne sont pas mes affaires? Laisse-moi te dire quelque chose, Karen. Tu vas le regretter. Retiens bien mes paroles. C'est une menace, a-t-elle lancé. Non, c'est une promesse, a-t-il dit calmement. Toi et cette sangsue que tu as épousée, vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. J'espère que cette maison vaut la peine de perdre ton fils. Il a raccroché et s'est tourné vers moi. Josh, il y a des choses que tu dois savoir sur cette maison. Mais d'abord, allons t'installer chez moi. La maison de l'oncle Steve n'était pas luxueuse, une maison de plein pied de 3 chambres qu'il avait en grande partie rénovée lui-même. Il y vivait avec sa femme, Diane, une infirmière, et leur fils, Connor, qui avait 14 ans et était obsédé par le basketball. Ils ont immédiatement vidé leur bureau pour moi et m'ont traité comme un membre de la famille, pas comme un fardeau. Ce soir-là, après le dîner, de la vraie nourriture maison, pas les plats à emporter que ma mère et Greg prenaient toujours, l'oncle Steve m'a fait asseoir avec un coca. Je ne l'avais jamais vu aussi sérieux. Josh, savais-tu que ton grand-père possédait cette maison en pleine propriété et que quand il est mort, il te l'a spécifiquement léguée à toi? J'ai failli m'étouffer avec mon soda. De quoi tu parles? Cette maison appartient à maman, n'est-ce pas? L'oncle Steve a secoué la tête. Ton grand-père, le père de ton père et le mien, a acheté cette maison dans les années 1990 pour environ 120 000 $. Quand il est tombé malade, il a mis à jour son testament. Il nous a laissé de l'argent à ton père et à moi, mais la maison t'a été spécifiquement léguée à toi, son seul petit-fils. Il s'est levé et est allé à son bureau, sortant un dossier avec des papiers jaunis. Voici une copie du testament. J'en ai gardé une parce que je n'ai jamais entièrement fait confiance à ta mère, surtout après qu'elle se soit précipitée pour épouser cet escroc, Greg. J'ai lu le langage juridique, mes mains tremblant à nouveau, mais pour une raison différente. C'était là, noir sur blanc, à mon petit-fils, Joshua Alan Mitchell, je lègue ma résidence principale au 1422 Oakwood Drive. Mais comment, ai-je balbutié. Comment pouvait-il y vivre si elle est à moi? Tu avais 11 ans quand papy est mort, a expliqué l'oncle Steve. Trop jeune pour posséder un bien immobilier. Le testament spécifiait que tes parents agiraient comme fiduciaires jusqu'à tes 18 ans. Quand ton père est mort 1 an plus tard, ta mère est devenue la seule fiduciaire. Elle était censée tout te transférer le jour de ton 18e anniversaire. Mon esprit tourbillonnait. Au lieu de cela, il m'avait mis à la porte de ma propre maison. L'oncle Steve a hoché la tête sombrement. Ce n'est pas tout. Je parie qu'ils ont loué l'appartement du sous-sol au noir et empoché l'argent qui était censé aller dans un fonds en fiducie pour toi. Il avait raison. Environ 2 ans après l'emménagement de Greg, ils avaient rénové le sous-sol en un appartement séparé et le loué à un étudiant nommé Dylan pour 900 $ par mois. J'ai toujours pensé que c'était leur maison, leur argent. Alors, qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé, la colère remplaçant le choc. D'abord, nous documentons tout, a dit l'oncle Steve. Ensuite, nous parlerons à mon ami Eric. C'est le meilleur avocat spécialisé en droit immobilier de l'État. Juste à ce moment-là, tante Diane est entrée avec un petit gâteau au chocolat avec une seule bougie. Je sais que c'est avec un jour de retard, mais tout le monde mérite un gâteau d'anniversaire, a-t-elle dit avec un sourire chaleureux. C'était une chose si simple, mais j'ai dû retenir mes larmes.
Ma propre mère n'avait pas pris la peine de se souvenir de mon anniversaire, mais voici ma tante qui me faisait sentir que je comptais. Alors que je soufflais la bougie, Connor a demandé, « Tu as fait un vœu ?» J'ai hoché la tête. « Oui, j'en ai fait un. »« Ne nous dis pas ce que c'était, » a dit tante Diane, « ou il ne se réalisera pas. » Mais à l'intérieur, je savais exactement ce que j'avais souhaité, la justice. Cette nuit-là, dans le bureau transformé avec des draps frais sur un canapé-lit, j'ai finalement craqué. Toutes les émotions que j'avais retenues, le choc, la trahison, la colère, la peur ont déferlé. J'ai enfoui mon visage dans l'oreiller pour que personne ne m'entende sangloter comme un petit enfant. J'ai pleuré pour la maison que j'avais perdue, pour mon père qui n'était pas là pour me protéger, pour les années passées à supporter Greg et Amber, et pour ma mère qui les avait choisis plutôt que moi. J'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus rien, puis je suis tombé dans un sommeil épuisé. Le lendemain matin, je me suis réveillé à l'odeur des crêpes et au son de Connor jouant au basket dans l'allée. Pendant un instant, j'ai tout oublié ce qui s'était passé. Puis tout est revenu d'un coup, mais quelque chose était différent. Le désespoir de la veille avait été remplacé par quelque chose de plus fort, la détermination. Je n'allais pas seulement survivre à ça. J'allais me battre. Au petit déjeuner, l'oncle Steve a exposé le plan. J'ai appelé Eric hier soir après que tu sois allé te coucher. Il peut nous voir à 11h. En attendant, je veux que tu écrives tout ce dont tu te souviens sur l'appartement du sous-sol quand ils l'ont rénové, combien ils demandaient de loyer, tout. Je peux faire mieux que ça, ai-je dit en sortant mon téléphone. J'ai des textos de Greg à propos des paiements du loyer. L'oncle Steve a souri. C'est bien mon neveu. Toujours une longueur d'avance. L'avocat ami de l'oncle Steve, Eric Goldstein, travaillait dans une maison victorienne reconvertie du centre-ville. Son bureau était au 2e étage avec des boiseries sombres et des livres partout. Il était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être au milieu de la quarantaine, avec une barbe soignée et des lunettes qui lui donnaient l'air d'un professeur d'université. Il a écouté attentivement pendant que j'expliquais tout, prenant occasionnellement des notes sur un bloc-notes jaune. L'oncle Steve a complété certains détails sur mon grand-père et le testament. Quand nous avons fini, Eric s'est adossé à sa chaise, tapotant son stylo contre le bloc-notes. D'après ces documents, a-t-il dit, la maison est incontestablement à toi, Josh. Ta mère avait une obligation fiduciaire de te transférer la propriété quand tu as eu 18 ans. Non seulement elle a manqué à cette obligation, mais elle et son mari t'ont illégalement expulsé de ta propre propriété. Donc, je peux juste y retourner et les mettre dehors, ai-je demandé. Eric a souri, mais ce n'était pas un sourire heureux. Nous pourrions faire ça, ou nous pourrions monter un dossier plus solide et vraiment leur faire payer ce qu'ils ont fait. Il a expliqué que si nous pouvions prouver qu'ils avaient perçu des revenus locatifs de la propriété sans les mettre en fiducie pour moi, nous pourrions les poursuivre pour détournement de fonds, en plus de l'expulsion illégale d'un mineur. Comme j'avais été mis à la porte à 6h30 du soir le jour de mon anniversaire, alors que j'étais techniquement encore mineur, selon mon acte de naissance, qui indiquait que j'étais né à 9h17 du soir, cela les exposait à des problèmes juridiques supplémentaires. Voici ce que nous allons faire, a dit Eric en se penchant en avant. Premièrement, nous devons établir une trace écrite. Josh, tu as mentionné des textos sur les revenus locatifs. J'ai parcouru mon téléphone et j'ai trouvé plusieurs messages de Greg de l'année écoulée, rappelle à Dylan que le loyer est dû demain. $900 en espèces seulement. Dylan est encore en retard avec le loyer. Dis-lui de payer ou de trouver un autre endroit. J'ai eu les $900 de Dylan. Je vais les utiliser pour le paiement du bateau. Les sourcils d'Eric se sont levés au dernier message. Greg a un bateau? Un petit bateau ponton qu'il a acheté l'été dernier, ai-je expliqué. Il a dit que c'était une opportunité d'investissement pour des excursions sur le lac ou quelque chose comme ça. Il l'a utilisé 2 fois, puis l'a laissé garer dans notre allée. Parfait, a dit Eric, en prenant plus de notes. Maintenant, nous avons besoin d'obtenir des déclarations de témoins. Ton ami Mike, qui t'a accueilli cette première nuit, le locataire Dylan, peut-être des voisins qui t'ont vu te faire mettre à la porte. Madame Rodriguez était dehors quand c'est arrivé, me suis-je souvenu. Et je pense qu'elle a appelé ma mère à ce sujet. Excellent. Voici mon plan. Je vais déposer une requête d'urgence auprès du tribunal pour établir tes droits de propriété et obtenir une ordonnance restrictive temporaire contre ta mère et Greg pour les empêcher de vendre ou de grever davantage la propriété. Ensuite, nous monterons notre dossier pour la restitution financière. Pendant les 2 semaines suivantes,
nous avons rassemblé des preuves et des déclarations. Mike et ses parents ont fait des déclarations sous serment sur la façon dont je suis arrivé à leur porte avec juste un sac de sport. Le père de Tyler nous a aidés à naviguer dans une partie de la paperasse car il connaissait le système judiciaire. Nous avons même contacté Dylan, le locataire du sous-sol. C'était un étudiant du Community College, d'environ 22 ans, qui n'avait aucune idée de la situation de propriété. Quand il a appris ce qui s'était passé, il a été horrifié. « Mec, c'est tellement dégueulasse », m'a-t-il dit lorsque nous nous sommes rencontrés dans un Starbucks près du campus. Je n'avais aucune idée que c'était ta maison. Greg a toujours agi comme s'il me faisait une faveur en me louant. Dylan nous a donné des copies de tous ses contrats de location et de ses registres de paiement. 900 $ par mois pendant près de 3 ans. Plus de 32 000 $ qui auraient dû me revenir. Il nous a aussi dit que Greg avait récemment exigé des paiements en espèces uniquement, ce qui, selon Eric, était un énorme signal d'alarme. Il essaie de cacher les revenus, a expliqué Eric. Cela ne fait qu'améliorer notre dossier. Madame Rodriguez, notre voisine âgée, était peut-être le témoin le plus précieux. Elle avait tout vu depuis son porche et avait même pris une photo avec son téléphone parce qu'elle pensait que quelque chose n'allait pas. J'ai vu cet homme horrible jeter ton sac dehors, m'a-t-elle dit, son accent épais, mais sa mémoire limpide. Je voulais aider, mais je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé ta mère, mais elle n'a jamais rappelé. Je me suis fait un sang d'encre pour toi, Mijo. La photo qu'elle avait prise montrait clairement Greg debout au-dessus de moi avec mon sac de sport par terre, avec un horodatage de 18h30 le 22 octobre, la preuve que j'étais encore légalement mineur quand ils m'ont mis à la porte. Eric a également demandé une recherche de titre de propriété sur la maison et a découvert quelque chose de choquant. Greg avait contracté une ligne de crédit sur valeur domiciliaire de 60 000 $ seulement 6 mois après avoir épousé ma mère. Il n'avait aucun droit légal de le faire puisque la maison ne leur appartenait pas pour emprunter dessus. C'est de la fraude, a dit Eric sans détour quand il nous a montré les documents. Ils ont falsifié des documents pour obtenir ce prêt. La banque aurait dû le remarquer, mais ils ont probablement juste vu que ta mère y vivait et ont supposé qu'elle en était propriétaire. À la mi-novembre, nous étions prêts. Eric a déposé des documents auprès du tribunal et a envoyé des notifications officielles à ma mère et à Greg. La juge assignée à notre affaire, la juge Martinez, a accordé une audience d'urgence sur la base des preuves de l'expulsion illégale d'un mineur. Maintenant, nous attendons, a dit Eric, mais pas pour longtemps. 3 jours après la livraison des avis juridiques, mon téléphone a explosé de textos et d'appels de ma mère. Je les ai tous ignorés, suivant les conseils d'Eric. Puis sont venues les menaces de Greg, petit ingrat 2. Après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai bloqué son numéro. Amber, ma demi-sœur, s'est même mise de la partie, postant sur Instagram que j'essayais de voler leur maison et quel psychopathe j'étais. Mes vrais amis savaient mieux et m'ont soutenu, mais ça faisait quand même mal de voir les mensonges. Une semaine plus tard, nous avons une autre première audience au tribunal. Je portais un costume que l'oncle Steve m'avait aidé à acheter, tandis que ma mère s'est présentée dans une robe chère que je savais qu'elle ne pouvait pas se permettre. Greg portait sa fausse Rolex et une expression suffisante qui a vacillé lorsque notre avocat a présenté les preuves. Votre honneur, a dit Eric, non seulement les défendeurs ont manqué à leur obligation de transférer la propriété comme l'exige le testament, mais ils ont illégalement expulsé le propriétaire légitime, qui était encore mineur au moment de l'expulsion, et ont perçu des revenus locatifs sans rendre compte de ces fonds. L'avocat de ma mère, un homme à l'air nerveux qui n'arrêtait pas de faire tomber ses papiers, a essayé de soutenir qu'ils avaient utilisé les revenus locatifs pour mon bénéfice pour la nourriture, les vêtements et d'autres dépenses. Eric était prêt pour ça. Nous avons des reçus montrant que Josh a acheté ses propres vêtements, payé son propre téléphone, et a même payé un loyer mensuel de 300 $ aux défendeurs, les payant essentiellement pour vivre dans une maison qu'il possédait déjà. L'expression de la juge s'est assombrie à chaque pièce à conviction. À la fin de l'audience, elle a rendu une ordonnance temporaire. Ma mère et Greg ne pouvaient plus percevoir de loyer de Dylan, ne pouvaient apporter aucune modification à la propriété, et devaient fournir des registres financiers complets dans les 30 jours. À l'extérieur du palais de justice, ma mère a essayé de m'approcher. Josh, s'il te plaît. Tu dois comprendre, nous essayons juste de te préparer au monde réel. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Le monde réel ? Dans le monde réel, les gens qui volent et mentent vont en prison. Considérez cela comme votre préparation. Greg a commencé à s'avancer vers moi, les poings serrés, mais l'oncle Steve s'est interposé.
pas une bonne idée, a-t-il prévenu. Greg a immédiatement reculé. L'oncle Steve avait 10 cm et 20 kg de muscles de plus que lui. Alors qu'il s'éloignait, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de satisfaction. Ce n'était que le début. Au cours du mois suivant, d'autres vérités laides ont été révélées. Le processus de découverte financière a révélé que ma mère et Greg n'avaient pas seulement contracté cette ligne de crédit sur valeur domiciliaire de 60 000 $, mais l'avaient utilisée au maximum. L'argent était allé aux entreprises ratées de Greg, à des vacances à Canquin, et au paiement de la BMW. C'est de la fraude de manuel, m'a dit Eric. Ils ont falsifié des documents pour obtenir ce prêt. Nous ajoutons cela à notre plainte. Pendant ce temps, j'ai continué à me concentrer sur l'école et mon travail au magasin de réparation d'ordinateurs, qui m'avait donné plus d'heures. L'oncle Steve et la tante Diane ont insisté pour que je reste chez eux sans loyer jusqu'à ce que tout soit résolu. La famille ne fait pas payer la famille, a simplement dit l'oncle Steve quand j'ai proposé de payer quelque chose. Connor était en fait plutôt cool à l'idée d'avoir son cousin vivant soudainement avec eux. Il a même vidé la moitié de son placard pour mes vêtements et m'a invité à jouer au basket avec ses amis le week-end. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue, mais c'était mieux que ce à quoi je m'attendais. L'affaire a avancé étonnamment vite une fois que la fraude au prêt a été découverte. Début décembre, nous avons eu une autre audience où la juge a nommé un séquestre judiciaire pour prendre le contrôle de la propriété et des finances jusqu'à une décision finale. C'est là que les choses ont vraiment mal tourné. Le séquestre a découvert que Greg avait également contracté une deuxième hypothèque de 25 000 $ juste une semaine après m'avoir mis à la porte. Cet argent avait déjà disparu, principalement sur des sites de jeux en ligne. Greg a perdu les pédales au tribunal quand cela a été révélé, criant qu'il avait des droits et m'insultant de tous les noms. La juge l'a fait expulser et l'a déclaré coupable d'outrage au tribunal. À l'approche de Noël, j'ai eu une visite inattendue à la maison de l'oncle Steve, Dylan, le locataire du sous-sol, l'air nerveux. Votre mère et Greg m'ont dit que je devais les payer en espèces à partir de maintenant, a-t-il dit. Ils ont dit que si je le disais à quelqu'un, ils m'expulseraient immédiatement. Nous avons immédiatement signalé cela à Eric et au séquestre. La juge a émis une ordonnance restrictive interdisant à ma mère et à Greg d'entrer même sur la propriété sans l'autorisation du tribunal. À ce stade, la nouvelle de notre affaire s'était répandue dans le quartier et dans mon ancien lycée. Des gens que je connaissais à peine m'envoyaient des messages avec des histoires sur les arnaques de Greg et les mensonges de ma mère. D'anciens amis de ma mère se sont manifestés avec des textos où elle s'était vantée de vivre la belle vie sur l'héritage de Josh. Un des anciens collègues de mon père m'a même contacté pour me dire que Greg avait essayé de lui vendre des opportunités d'investissement en utilisant le nom de mon père comme référence juste après sa mort. Le type avait vu clair dans son jeu et avait coupé les ponts, mais il pensait que je devais le savoir. C'était comme regarder un château de cartes s'effondrer au ralenti. Noël avec la famille de l'oncle Steve n'avait rien à voir avec les vacances tendues et matérialistes avec maman et Greg. Nous avons acheté un vrai sapin, fabriqué des décorations maison avec Connor, et échangé des cadeaux modestes mais attentionnés. Tante Diane a fait des tamales à partir de zéro en utilisant la recette de sa grand-mère, et l'oncle Steve nous a emmenés faire du bénévolat dans un refuge local la veille de Noël. Pour le nouvel an, mes amis sont venus pour une soirée jeux vidéo. Quand l'horloge a sonné minuit et que nous avons tous crié « Bonne année », j'ai réalisé quelque chose. J'étais vraiment heureux. Malgré tout ce qui s'était passé, j'avais des gens qui se souciaient vraiment de moi. L'audience finale était fixée au 15 janvier, presque exactement 3 mois après qu'il m'ait mis à la porte. Dans les semaines qui ont précédé, ma mère a lancé une campagne désespérée pour que j'abandonne l'affaire. Elle a envoyé des messages vocaux larmoyants sur la façon dont Greg l'avait manipulé. Elle s'est même présentée à mon travail, provoquant une telle scène que M. Patel a dû appeler la sécurité. Elle a essayé de me prendre en embuscade après les cours à l'université, suppliant pour juste 5 minutes pour expliquer. Greg a essayé une approche différente. Il a fait en sorte que son frère, qui s'est avéré être un petit dealer d'herbe, pas le banquier d'investissement et que Greg avait toujours prétendu être, m'approche à la sortie de l'école avec une offre, 10 000 $ en espèces pour tout laisser tomber. J'ai enregistré la conversation et l'ai ajoutée à nos preuves. Amber a poursuivi sa campagne sur les réseaux sociaux, postant des captures d'écran modifiées de conversation et affirmant que j'essayais de détruire la famille par jalousie. Elle a même lancé un GoFundMe affirmant qu'ils étaient sur le point de se retrouver sans abri à cause de moi, bien qu'il n'ait recueilli qu'environ 200 $ auprès d'étrangers crédules. À travers tout cela, je suis resté concentré sur l'école et le travail.
Mes notes étaient meilleures que jamais maintenant que je ne vivais plus dans un environnement toxique. Monsieur Patel m'a offert une promotion au poste de directeur adjoint une fois que j'aurais obtenu mon diplôme d'associé. Je pensais même postuler à l'Arizona State pour leur programme d'informatique à l'automne. La veille de l'audience finale, l'oncle Steve m'a pris à part pour discuter. « Josh, je veux que tu sois préparé pour demain, » a-t-il dit. « Peu importe ce que la juge décidera, tu as déjà gagné. Tu t'es défendu. Tu as découvert la vérité, et tu t'es construit une nouvelle vie. Je suis fier de toi, et ton père le serait aussi. » J'ai hoché la tête, la gorge serrée par l'émotion. Je sais. Je veux juste que ce soit fini. Ce le sera, a-t-il promis. D'une manière ou d'une autre. Le lendemain matin, alors que nous nous préparions à partir pour le tribunal, j'ai trouvé tante Diane en train de préparer un petit paquet. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Elle a souri. « Juste un petit quelque chose pour après. Que tu gagnes ou que tu perdes, nous te célébrons aujourd'hui. » Sur le chemin du palais de justice, l'oncle Steve était inhabituellement silencieux. Finalement, il a dit, « Quoi qu'il se passe là-dedans, souviens-toi que tu as un foyer avec nous aussi longtemps que tu en auras besoin. Sans précipitation, sans pression. Tu es de la famille. » J'ai hoché la tête, trop nerveux pour parler. Mais à l'intérieur, j'ai ressenti une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années, la sécurité de savoir que j'appartenais vraiment à un endroit. La salle d'audience était plus bondée que ce à quoi je m'attendais. Mike, Derek et Tyler étaient là, ainsi que Monsieur Patel, Madame Rodriguez, et même Dylan. Au premier rang étaient assis ma mère, Greg et Amber, tous habillés comme s'ils allaient à l'église. La juge Martinez a ouvert la séance. C'était une femme à l'air sévère dans la soixantaine, avec des lunettes de lecture perchées au bout de son nez. Elle a commencé par résumer l'affaire. Ce tribunal a examiné des preuves approfondies concernant la propriété du bien situé au 1422 Oakwood Drive, les actions des fiduciaires, Karen et Gregory Lawson, et les circonstances entourant l'expulsion de Joshua Mitchell le 22 octobre de l'année dernière. Elle a fait une pause, regardant directement ma mère et Greg par-dessus ses lunettes. Les preuves de mauvaise conduite financière et de manquement à l'obligation fiduciaire dans cette affaire sont parmi les plus flagrantes que ce tribunal ait vues. Non seulement les fiduciaires ont manqué à leur obligation de transférer la propriété comme l'exige le testament de Harold Mitchell, mais ils ont activement travaillé pour dissimuler la propriété légitime aux bénéficiaires, ont détourné les revenus locatifs, ont frauduleusement grevé la propriété, puis ont expulsé le propriétaire légitime alors qu'il était encore un mineur légal. Ma mère pleurait déjà. Greg était assis, le visage de pierre. Amber textait furieusement, mettant probablement à jour ses abonnés. Par conséquent, ce tribunal statue comme suit, a poursuivi la juge Martinez. Le titre de propriété plein et entier du bien situé au 1422 Oakwood Drive est par la présente transféré à Joshua Alan Mitchell, avec effet immédiat. Tous les privilèges et charges placés sur la propriété par les défendeurs sont jugés frauduleux et nuls. J'ai senti une main sur mon épaule. L'oncle Steve me donnait une pression de soutien. De plus, a poursuivi la juge, les défendeurs Karen et Gregory Lawson sont condamnés à verser une restitution à Joshua Mitchell d'un montant de 57 400 $, représentant les revenus locatifs détournés et les paiements de loyers illégaux perçus auprès du plaignant. Elle n'avait pas fini. Le tribunal accorde également des dommages-intérêts punitifs de 25 000 $ pour l'expulsion illégale d'un mineur. Et enfin, ce tribunal transmet les preuves de fraude auprès au bureau du procureur du district pour d'éventuelles poursuites pénales. Le marteau du juge s'est abattu avec un bruit sec qui a semblé résonner dans la salle d'audience. À l'extérieur du palais de justice, ma mère a fondu en larmes, se précipitant vers moi. « Josh, s'il te plaît. Nous n'avons nulle part où aller. Je suis toujours ta mère. » Je me suis arrêté et je l'ai regardée une seconde. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. « Tu as cessé d'être ma mère au moment où tu l'as choisi lui plutôt que moi, » ai-je dit doucement. « Tu m'as mis à la porte de ma maison le jour de mon anniversaire sans une seconde pensée. Maintenant tu sais ce que ça fait. » Greg a essayé de jouer les durs une dernière fois. « Tu penses que tu as gagné ? Ce n'est pas fini, petit ? » Eric l'a interrompu. « En fait, c'est fini, et chaque mot qui sort de votre bouche ne fait qu'augmenter la probabilité de poursuite pénale. Je vous suggère d'arrêter de parler. » 3 jours plus tard, je me tenais sur la pelouse de ma maison, regardant les adjoints du shérif superviser ma mère et Greg chargeant leurs affaires dans un camion Hull.
Amber pleurait de façon spectaculaire tout en s'enregistrant pour les réseaux sociaux sur le fait d'être sans abri. Elle emménageait avec sa vraie mère, qui avait un bel appartement en ville. Ma mère a fait un dernier plaidoyer alors qu'elle sortait sa dernière boîte. Josh, tu ne peux pas faire ça à ta propre mère. Où sommes-nous censés aller? Je l'ai regardé calmement. Tu aurais dû y penser avant de mettre ton fils à la porte. Je me posais la même question il y a 3 mois. Alors qu'il s'éloignait en voiture, l'oncle Steve a posé sa main sur mon épaule. Ça va? J'ai hoché la tête. Oui. Pour la première fois depuis longtemps, ça va vraiment. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma chambre d'enfant, dans ma maison. J'ai décidé de continuer à louer le sous-sol à Dylan à un prix juste. J'ai utilisé une partie de l'argent des dommages-intérêts pour rénover l'endroit des réparations que Greg avait reportées pendant des années. J'ai aussi créé une petite bourse d'études dans mon ancien lycée au nom de mon grand-père. Ce n'était pas grand-chose, 1000 $ par an, mais ça aiderait quelqu'un qui en avait besoin. Quant à ma mère et Greg, aux dernières nouvelles, ils vivaient dans un appartement minable en périphérie de la ville. Greg fait face à des accusations pour la fraude aux prêts, et le cabinet dentaire de ma mère l'a renvoyé quand ils ont appris toute l'affaire. Parfois, je ressens une pointe de culpabilité, mais ensuite je me souviens de moi, debout dans cette allée avec rien d'autre qu'un sac de sport le jour de mon anniversaire. Je me souviens de la voix froide de ma mère disant « Tu dois grandir », avant de me raccrocher au nez. Et je me souviens qu'ils se sont infligés cela à eux-mêmes. La maison est à moi. Elle l'a toujours été. Et maintenant, enfin, ma vie aussi. Alors, étais-je le connard pour avoir repris ce qui était légalement à moi et avoir laissé ma mère et mon beau-père sans rien? Honnêtement, je m'en fiche un peu. Certaines leçons doivent être apprises à la dure. Beaucoup de gens posent des questions sur mes projets futurs. Je vais finir mon diplôme, continuer à travailler à temps partiel, et finalement, je pourrais vendre la maison pour acheter quelque chose qui n'a pas autant de mauvais souvenirs attachés. Mais pour l'instant, ça fait du bien de dormir sous mon propre toit que personne ne peut m'enlever.